considérant à quel point elle fut sanglante. Certains diraient que la guerre civile n'avait rien de civilisé, surtout en ce qui concerne les combattants de la guérilla, qui utilisèrent la guerre non pas pour poursuivre la liberté et la justice, mais comme prétexte pour commencer à tuer leurs voisins et tous ceux qui leur avaient fait du tort à un moment donné. Ou encore ces hommes qui profitèrent des combats pour piller, détruire des biens et agresser des femmes. Aussi honnêtes et décents que furent sans doute de nombreux soldats sur les lignes de front, il y avait aussi des hommes sans scrupules, de véritables monstres inhumains. Mais parmi toutes les histoires étranges et sanglantes issues de la guerre entre les États, il y avait autre chose que les hommes des deux camps, confédérés comme unionistes, rencontrèrent dans les régions forestières où eurent lieu de nombreuses batailles. En parcourant les lettres et mémoires des soldats de la guerre civile, on trouve parfois mention d'étranges créatures inhumaines, errant sur les champs de bataille. Et non, ces hommes ne parlaient pas des combattants de la guérilla. Mais le mot « guérilla » n'est pas si éloigné de la vérité. Ils rapportèrent avoir vu d'immenses créatures humanoïdes ne portant aucun uniforme, sinon une épaisse couverture de poils sur tout le corps. Menant une vie recluse, profondément enfouie dans les forêts et les grottes isolées de la région des Appalaches, les soldats qui croisèrent ces êtres les appelèrent de souvent hommes sauvages, bêtes humaines, ou tout simplement monstres, des créatures aux pieds gigantesques. Voici les histoires de rencontres avec des cryptides pendant la guerre de sécession américaine. La brume qui se dresse devant vous offre un choix, la traverser ou fuir. Au-delà se trouvent des récits qui défient toute explication et contredisent ce que nous savons du réel. C'est un vide entre réalité et impossibilité, entre fait et superstition. Vous seul devez discerner ce que vous croyez, tandis que vous avancez à travers ce que nous appelons le brouillard de la guerre. Comment, à ton avis, les sudistes supportent ce froid? Ces gars du Sud doivent regretter leur maison, tu ne crois pas? Froid ou non, ça ne les empêche pas de nous harceler. Robertson disait qu'on pourrait bientôt bouger vers Bayville ou un autre fichu endroit. T'as entendu parler de ça? Non, mais c'est sûrement pour ça que tout ce matériel d'entraînement est là. Je te jure, ce serait bien plus confortable si on pouvait voyager là-dedans. Oh, quelque chose se passe. Reste en place. Ce sont peut-être des rebelles qui veulent nous éloigner du train de ravitaillement. J'ai bien entendu ça. C'est quoi, ce homme bête? Au début de 1863, la guerre civile ne se déroulait pas bien pour l'Union. La guerre allait entrer dans sa deuxième année, et tout espoir d'une victoire rapide du gouvernement fédéral sur le Sud s'était envolé. Les choses avaient pourtant bien commencé pour l'Union au début de 1862. Ils remportèrent plusieurs victoires à l'ouest et lancèrent la campagne de la péninsule, qui visait à capturer la capitale confédérée de Richmond, en Virginie. Mais la campagne se solda par un échec total, et les pertes humaines furent effroyables des deux côtés. Les batailles d'Antietam et de Fredericksburg, à l'automne et à l'hiver 1862, entraînèrent encore plus de morts, le plus grand nombre jamais enregistré sur le sol américain. Et la situation allait encore empirer. Au milieu de ces combats se trouvait la petite ville de Harper's Ferry, en Virginie. Située sur les rivières Potomac et Shenandoah, Harper's Ferry constituait un nœud ferroviaire vital et abritait l'arsenal fédéral des États-Unis. À la fin de la guerre, la ville aurait connu des dizaines de batailles et serait passée d'un camp à l'autre au moins 8 fois. Au moment où se déroule notre histoire, en février 1863, Harper's Ferry était sous le contrôle de l'armée de l'Union, plus précisément du 67e régiment d'infanterie volontaire de Pennsylvanie. L'un des soldats de cette unité était un jeune soldat nommé James Moore. Une nuit d'hiver glaciale, alors qu'ils occupaient la ville, Moore et un autre soldat, Ramsey, se retrouvèrent de garde tard dans la nuit. Leur mission, surveiller un train de ravitaillement
qui devait bientôt partir vers le front. Tout semblait indiquer que la nuit serait calme. Le seul bruit provenait du vent glacial qui soufflait depuis la rivière et hurlait au-dessus des falaises entourant la ville. Les 2 soldats patrouillaient le long de la voie ferrée, silencieuse, essayant, tant bien que mal, de rester au chaud. Mais bientôt, les choses prirent une tournure étrange. Le soldat Moore raconta plus tard les événements de cette nuit dans une lettre à sa femme, datée du 26 février 1863. Ramsay et moi étions chargés de surveiller les équipements de la compagnie le long de la voie ferrée. Nuit très froide et calme. Les gars de la garnison se sont mis à crier. Certains hurlaient qu'un homme-bête errait dehors. Des coups de feu ont retenti du côté de la rivière. Nous avons continué notre service malgré les cris et les tirs. Le caporal interrogea les témoins de la compagnie. On me dit que le diable avait pillé les réserves de nourriture après avoir escaladé le mur. Il était couvert d'une épaisse couche de poils sombres, mesurant peut-être 8 pieds de haut. Cette lettre, écrite par le soldat James Moore, serait apparue pour la première fois à la fin des années 1990, lorsqu'elle fut vendue et aux enchères dans un lot de correspondances et d'écrits personnels anciens. Les quelques lignes mentionnant l'homme-bête observé par ses camarades n'étaient apparemment que des fragments d'un récit beaucoup plus long. Dans un article publié sur le site Emerging Civil War, le journaliste Aaron Stoyak expliqua ce qui s'était passé. La lettre fut vendue en 1999 à un acheteur inconnu, mais la société d'enchères avait réalisé des transcriptions partielles pour son catalogue. L'un des experts, intrigué par cette histoire étrange, conserva un exemplaire du catalogue et contacta plus tard l'auteur d'un site consacré aux cryptides pour lui transmettre le témoignage du soldat. Malheureusement, le récit complet fut perdu lorsque la maison de l'expert prit feu en 2005 et que le catalogue fut détruit. En enquêtant sur le témoignage de Moore, j'ai remarqué que Harper's Ferry se situe directement sur le sentier des Appalaches, une région connue pour de nombreux phénomènes paranormaux inexpliqués. Apparition du Sasquatch, disparition mystérieuse répertoriée dans les dossiers du Missing 411, etc. Ainsi, il n'est pas impossible qu'une telle rencontre ait pu s'y produire. Si un endroit pouvait abriter cela, c'était bien celui-là. Concernant Sasquatch ou Bigfoot, il existe de nombreuses légendes amérindiennes et histoires orales transmises de génération en génération, bien avant les années 1860. Mais malgré la perte de la lettre originale, le témoignage de James Moore est considéré par certains comme l'un des plus anciens récits documentés de rencontres avec Bigfoot aux États-Unis. Et, comme il s'avère, le soldat Moore ne fut pas le seul combattant de la guerre civile à écrire au sujet d'hommes-bêtes. Page 6, il me semble. Entrez. Excusez-moi, monsieur. Ce n'est pas un mauvais moment. Aussi bon qu'un autre. Qu'y a-t-il? Un télégramme est arrivé ce matin d'un certain George Anderson de Birmingham, Alabama. Il prétend avoir été capitaine sous les ordres de Bragg pendant la guerre. Un rebelle? Hein? Que veut-il? Honnêtement, monsieur, le mieux est que vous lisiez vous-même. Avez-vous déjà entendu parler de l'homme sauvage des montagnes Cumberland? Vous avez la moindre idée de ce dont il parle? Aucune, monsieur. Eh bien, contactez-le et demandez-lui plus de détails. Qui sait? Peut-être que cela fera un bon sujet de chronique. Cette nouvelle histoire apparut pour la première fois le 2 août 1890 dans le journal Pittsburgh Dispatch. Elle fut soumise par un ancien officier confédéré nommé George Anderson, capitaine sous le général Braxton Bragg. Le récit d'Anderson débute en septembre 1863. Juste avant la bataille de Chickamauga, les forces confédérées s'étaient retranchées près des petites villes de Bridgeport et Stevenson, juste au-delà de la frontière de l'Alabama. Tandis que Bragg préparait ses troupes, la compagnie du capitaine Anderson était affectée à l'arrière-garde, postée dans les montagnes Cumberland surplombant les 2 villes. Les troupes de l'Union, qui les avaient chassés du Tennessee, n'étaient pas loin derrière.
Mais quelque chose de bien pire que les Yankees les attendait sur cette montagne. Je n'avais que 60 hommes dans ma compagnie à cette époque. La moitié montait la garde la nuit, l'autre moitié le jour. Les sentinelles étaient espacées d'environ 50 yards, et plusieurs éclaireurs surveillaient l'ennemi devant nous. En plaçant mes hommes sur la ligne de garde, je visitais chaque poste. Près du centre de la ligne, un homme était posté à l'entrée d'un ravin étroit et sombre, menant quelque part dans la montagne. Le poste se trouvait sous un grand chêne, et la nuit, l'endroit était si obscur qu'on ne distinguait pas un homme à 3 mètres. La première nuit où nous étions de garde, Andrew Mason, l'un des meilleurs et des plus courageux hommes de ma compagnie, occupait le poste sous le grand arbre. Lorsque les sentinelles furent relevées le lendemain matin, Mason avait disparu. Son fusil fut retrouvé au sol à son poste et il y avait des signes d'une lutte désespérée. Mais Mason restait introuvable. Son arme n'avait pas été tirée et je pensais qu'une petite patrouille ennemie l'avait peut-être surpris et fait prisonnier. J'ordonnai à nos éclaireurs de surveiller attentivement toute patrouille ou groupe de pillards de l'ennemi. Et, au coucher du soleil, lorsque les postes furent changés, je mis en garde l'homme affecté au grand chêne, qu'il reste vigilant et ne se fasse pas capturer. Cette nuit-là, quelques éclaireurs revinrent au camp et rapportèrent qu'il n'y avait pas un seul uniforme bleu dans un rayon de 10 miles autour de nous. Le deuxième matin, le soldat posté sous le chêne avait disparu à son tour. Son fusil était là, et encore une fois, on voyait des signes de lutte. Mais à part un cercle d'environ 6 mètres, aucune trace de pas ne fut découverte. Après 2 disparitions, certains hommes commencèrent à être nerveux, mais le troisième soldat affecté à ce poste n'était pas du genre à se laisser effrayer. Il s'appelait Brown, un jeune homme robuste, aussi courageux qu'un lion. Quand son capitaine lui recommanda d'être particulièrement attentif durant sa garde, Brown aurait ri et rejeté l'avertissement. Il se vanta qu'il faudrait une compagnie entière pour le capturer vivant. Cette nuit-là, Brown disparut à son tour, le troisième homme perdu. Au début, Henderson pensa que ces hommes désertaient leur poste. Mais lorsqu'un quatrième homme disparut, cette fois, l'un de ses sergents les plus loyaux, il comprit que quelque chose leur arrivait vraiment. Et il n'était pas le seul inquiet. Certains soldats frôlaient l'hystérie, affirmant que des esprits malins étaient derrière ces étranges disparitions. Henderson devait rétablir le contrôle rapidement. Quand la nuit tomba, je plaçai un homme à ce poste comme d'habitude, en lui disant qu'une garde supplémentaire serait positionnée autour. Puis, prenant 10 hommes triés sur le volet, des hommes dont je pouvais être sûr du courage, je les disposai à intervalles réguliers de façon à encercler complètement le grand chêne, là où 5 de mes hommes avaient été capturés si mystérieusement. Mes ordres étaient clairs, que chacun reste parfaitement silencieux jusqu'à entendre une lutte sous l'arbre. Ensuite, tous devaient accourir au secours du guetteur. Aucun coup de feu ne devait être tiré si possible. Je voulais capturer cet ennemi inconnu vivant. Je pris position à l'intérieur du cercle, à environ 15 mètres de l'arbre. J'écoutais attentivement. Et bientôt, j'entendis distinctement le bruissement des branches, comme si un animal sauvage se déplaçait dans l'arbre. Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang? On dirait que ça vient d'en haut, dans les arbres. Nom de Dieu, entrez là-dedans. 5 minutes après avoir entendu ce bruit dans les branches, un objet tomba lourdement au sol. Instantanément, un cri de douleur ou de terreur retentit. C'était la sentinelle sous l'arbre. Je criai à mes hommes de se précipiter. En arrivant, nous ne distinguions que 2 silhouettes qui se débattaient furieusement. J'ordonnai à mes hommes de saisir les 2 et dès que possible, j'allumai une lampe. Ma sentinelle était dans les bras d'un géant, un homme vêtu de haillons, aux cheveux et à la barbe longs et emmêlés, qui avait enserré le soldat et lui mobilisait les bras. La force de cet être étrange était surhumaine, et il fallut plusieurs minutes à mes 10 hommes pour le maîtriser complètement. Nous fîmes un feu et l'y traînâmes, solidement ligoté. Il resta couché là,
nous fixant comme une bête sauvage, sans prononcer un mot. Le mystère de la disparition de nos hommes était résolu, mais restait la question. Qu'était-il advenu d'eux? Je lui demandai à plusieurs reprises ce qu'il avait fait des soldats, qu'il avait capturés, mais il ne répondit pas. Je tentai de lui faire comprendre par signes ce que je voulais savoir, mais il ne fit que rire, un rire fou, inhumain. Nous restâmes près du feu, sous le grand chêne, avec notre prisonnier solidement attaché jusqu'à l'aube. Je lui promis la liberté s'il nous disait ce qu'il avait fait des hommes, ou s'il nous guidait jusqu'à sa tanière. À ces deux propositions, il ne répondit rien. Je vis que cet homme était un dément, et je décidai d'utiliser la ruse. Je plaçai mes hommes autour de lui, baïonnette au canon, et lui fis signe d'avancer, mais il refusa. Le sauvage mesurait plus d'1,90 m et devait peser environ 115 kilos. Ses cheveux et sa barbe étaient longs, sales et emmêlés, et ses vêtements n'étaient plus qu'un amas de loques. Je remarquai une vilaine cicatrice sur le sommet de son crâne. Les menaces, la persuasion et la force ayant toutes échoué à lui faire parler ou révéler sa cachette, je décidai d'essayer autre chose. Je dis à mes hommes de le relâcher, leur ordonnai de se mettre en marche, et nous prîmes le chemin du camp. La ruse réussit. Dès que l'homme sauvage se rendit compte qu'il était libre, il s'élança dans le ravin étroit. Je criai à mes hommes de le poursuivre. Ce fut tout ce que nous pûmes faire pour le garder en vue, tant il courait vite. Il ne semblait pas se douter qu'on le suivait, car il ne se retourna jamais. Il nous mena sur plus d'1 kilomètre, gravissant la pente vers le sommet des montagnes Cumberland. Là, il quitta le ravin et entra dans une grande caverne. Il se retourna alors pour la première fois, nous aperçut, resta immobile un instant, puis reprit sa fuite vers le sommet. J'ordonnai à 2 de mes hommes de rester pour surveiller la grotte, et je poursuivis la chasse avec les autres. Il courut environ 300 mètres jusqu'au bord d'un précipice. Là, il se retourna, ramassa plusieurs grosses pierres et les lança sur nous avec une force étonnante. Nous esquivâmes les projectiles et continuâmes à avancer. Voyant sa fuite impossible, l'homme poussa un cri sauvage, inhumain, et se jeta du haut de la falaise. Je fermai les yeux au moment où il disparut dans le vide. Nous rampâmes prudemment jusqu'au bord, et en regardant en bas, nous vîmes le corps brisé du sauvage, étendu sur les rochers, à plus de 30 mètres. Nous rebroussâmes chemin vers la grotte. Là, nous retrouvâmes nos sentinelles disparues. La caverne était la demeure de l'homme sauvage, et à l'intérieur, les 5 soldats de ma compagnie, qu'il avait capturés, étaient attachés à des pieux plantés dans le sol. Ils n'avaient pas été blessés, mais n'avaient ni mangé ni bu depuis leur capture. L'homme sauvage ne leur avait pas adressé un mot, mais d'après ses gestes, ils pensaient qu'il leur réservait une torture abominable que son esprit dérangé devait imaginer. Il avait capturé le premier en se glissant sur lui dans l'obscurité. Ensuite, sa méthode était toujours la même. Revenir chaque nuit, grimper dans le grand chêne et se dissimuler parmi les branches, attendant la nuit suivante pour se laisser tomber sur sa proie. Quelques jours plus tard, j'appris l'histoire de cet homme sauvage par un habitant de la région. Il s'appelait Bill Patton. Avant la guerre, il vivait dans une petite cabane sur la montagne et survivait en chassant et en pêchant. Il était sympathisant de l'Union et avait refusé de rejoindre l'armée confédérée. Un jour, il fut capturé par une patrouille locale alors qu'il vendait du gibier à Bridgeport. Il l'emmenait vers le bureau de conscription le plus proche, mais en chemin, il s'échappa après une lutte violente, au cours de laquelle il reçut un terrible coup de sabre à la tête. Il survécut à sa blessure, mais en resta fou. Il retourna vivre dans les montagnes, se cachant dans les grottes et survivant de la chasse. Dans sa folie, il avait probablement conçu une vengeance monstrueuse pour la blessure qui lui avait fait perdre la raison. Cet homme sauvage des montagnes Cumberland n'était évidemment pas une rencontre avec un Bigfoot, mais l'histoire de George Anderson pourrait fournir une explication plausible à ce que voyaient les soldats dans ces régions isolées.
La zone des Appalaches abritait sans doute de nombreux ermites des montagnes qui fuyaient la guerre et vivaient à l'état sauvage, loin de la civilisation. Le concept de homme sauvage ou de homme des montagnes n'était pas inconnu dans l'Amérique du XIXe siècle. À mesure que le pays s'industrialisait, de plus en plus d'hommes choisissaient d'abandonner le monde moderne et ses problèmes pour adopter un mode de vie plus rude et primitif. Dans un cas documenté en 1871, un homme sauvage fut capturé par un groupe de citoyens à Morgantown, en Virginie occidentale. On le décrivit comme mi-homme, mi-bête, vêtu de haillons, avec de longs cheveux broussailleux, lui donnant davantage l'apparence d'un gorille que d'un être humain. Cet homme sauvage s'avéra être un immigrant irlandais nommé Thomas Foley, qui avait vécu dans le Connecticut avant de disparaître dans les forêts sauvages de Virginie occidentale. Si les divisions raciales des années 1860 et 1870 sont bien connues, on parle moins souvent de la forte discrimination que subissaient les Irlandais et d'autres immigrants européens en Amérique. À cette époque, beaucoup d'Irlandais étaient méprisés, moqués, voire persécutés, lynchages et meurtres inclus. Ils étaient souvent représentés comme ivrognes, paresseux et bestiaux. La phrase « No Irish need apply », pas d'Irlandais accepté, était courante dans les annonces d'emploi et les vitrines de magasins. Après avoir combattu pendant la guerre de sécession et contribué à la victoire de l'Union, la haine envers les Irlandais commença à s'adoucir. Mais il est possible que cette discrimination ait poussé Foley à s'éloigner de la société. Les habitants de Virginie occidentale, eux, parurent ne plus compatissants. Les résidents de Morgantown eurent pitié de Foley et tentèrent de le réintégrer dans la société. Ils lui offrirent même un ensemble de vêtements neufs en signe de bienvenue. Mais comme on dit, on peut sortir un homme de la forêt, mais on ne peut pas sortir la forêt de l'homme. La dernière fois qu'on vit Thomas Foley, il s'était dépouillé de ses habits neufs et courait nu comme un ver, quittant Morgantown pour retourner dans les bois. Le phénomène des hommes sauvages pourrait facilement expliquer ces récits et d'autres signalements de créatures de type Bigfoot. Mais cela n'explique pas ce que le soldat suivant rapporta avoir vu après avoir été blessé sur le champ de bataille. « Oh mon Dieu, mes jambes, je ne peux plus bouger. Aidez-moi, quelqu'un, de l'eau, s'il vous plaît. » Par ici. Aidez-moi. Qui est là? Cette dernière histoire fut soumise au podcast Dixie Cryptid et diffusée en 2018 dans un épisode intitulé « A Civil War Encounter ». L'animateur, Cameron Buckner, expliqua que le récit provenait d'une lettre écrite par un vétéran de la guerre de sécession, environ 30 ans après le conflit, en 1895. La lettre, aujourd'hui endommagée par le temps, lui fut montrée avec précaution par un historien et écrivain local qui préféra garder l'anonymat du soldat. Nous l'appellerons donc Abraham ou simplement Abe. L'histoire d'Abe commence le jour où il se rendit à Memphis, Tennessee, pour s'enrôler dans l'armée confédérée. Il rejoignit une unité de cavalerie dirigée par Nathan Bedford Forrest, l'homme qui fondera plus tard le Ku Klux Klan. Abe se retrouva à combattre lors de la bataille de Bryce's Crossroads, le 10 juin 1864. Alors qu'il se couvrait derrière un arbre, un obus explosa contre le tronc, projetant des éclats dans son bras et ses jambes. La déflagration le jeta à terre, inconscient. Lorsqu'il reprit connaissance plusieurs heures plus tard, la bataille était terminée et le soleil s'était couché. Le champ de bataille n'était plus qu'un paysage sinistre, jonché d'arbres brisés et de cadavres. Abe, grièvement blessé et affaibli par la perte de sang, pensait que sa fin était proche. C'est alors que l'aide arriva, mais pas sous la forme qu'il attendait. Je restai allongé, me demandant si quelqu'un viendrait me trouver. Puis j'entendis des pas lourds. Je tournai la tête et vis 2 jambes épaisses comme des troncs d'arbres à côté de moi. Trop faible pour réagir, je crus d'abord à une hallucination. Puis la silhouette se pencha vers moi. J'entendis un grondement grave, presque un ronronnement. Ce n'était pas humain.
jutait contre le sommeil, mais il m'envahissait de nouveau. Puis, je vis 2 silhouettes velues se tenir à mes pieds. Elles communiquaient dans une langue inconnue. La plus grande se pencha et saisit ma jambe droite, tirant brusquement. Je hurlai de douleur. L'autre empoigna ma jambe gauche et ensemble, ils commencèrent à me traîner à travers les feuilles. La douleur était insoutenable. Je criais encore, mais ils continuaient d'avancer. Puis ils me soulevèrent et je perdis connaissance. Cantab reprit ses esprits. Il se trouvait dans l'obscurité. Il faisait froid. Il aperçut bientôt une faible lueur. Un feu brûlait non loin. Soulagé, il pensa avoir été secouru par des soldats. Mais lorsqu'une silhouette s'approcha, avec une torche, il reconnut l'une des créatures velues. Il était entre les mains de monstres. Pourtant, malgré leur apparence terrifiante, ils ne lui voulaient aucun mal. Pendant plusieurs semaines, Abe resta dans leur repère souterrain. Les créatures soignèrent ses blessures avec des plantes mâchées, lui apportèrent de l'eau fraîche et de la viande. Elles utilisèrent même de la chose en poudre pour masquer l'odeur de son urine, preuve d'une étonnante intelligence. Souvent, je voyais les petits danser autour du feu, mais les adultes ne les laissaient jamais s'approcher de moi. Un jour pourtant, l'un d'eux s'avança timidement. Il souriait. Je ne savais pas que ces choses pouvaient sourire. Cela me toucha. Il posa un morceau de bois près de ma hanche, toucha mes cheveux, puis retourna vers les siens. Peu à peu, Abe retrouva l'usage de ses jambes. Quand il put enfin marcher, il décida qu'il était temps de repartir. En sortant de la caverne, il salua ses étranges bienfaiteurs. Je vis 4 d'entre eux, 3 mâles et une femelle, la grande créature qui m'avait sauvé. Elle s'approcha de moi d'un pas lourd, posa sa main immense sur ma tête, puis me tendit mon chapeau. Je lui serrai la main, la regardai dans les yeux et dis « Merci ». Elle ne répondit pas, mais je sentis qu'elle avait compris. Les bêtes s'écartèrent, lui laissant un passage vers la forêt. Abe marcha quelques mètres, se retourna et ne vit plus rien, sauf une tête velue disparaissant derrière le talus. Alors qu'il s'éloignait, un hurlement profond retentit derrière lui. Je me retournai une dernière fois et je vis tout le clan s'éloigner de l'abri pour disparaître dans la forêt. Je suis aujourd'hui un vieil homme. L'année dernière, je suis retourné sur le champ de bataille, dans les bois où j'avais livré mon dernier combat. J'y ai vu du matériel de guerre encore éparpillé dans les feuilles et la boue, rouillé après toutes ces années. Cela fit remonter de mauvais souvenirs. Puis j'ai chevauché plus loin, jusqu'à la tanière du monstre. Elle n'existait plus. Le talus d'où l'on m'avait soulevé avait été emporté par le temps. Je restai là 1 heure, espérant revoir la bête, mais il n'y avait que le silence. En remontant à cheval, je jetai un dernier regard vers la forêt où ces créatures avaient vécu, et je me demandais ce qu'elles étaient devenues. En m'éloignant, je ressentis une profonde gratitude pour la façon dont elles m'avaient soigné. Et soudain, j'entendis un long hurlement venir de l'autre côté du ruisseau. Je ne me retournai pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de l'épisode. Bigfoot est un sujet qui sera toujours entaché de faux témoignages, ce qui est dommage. Mais je pense qu'il existe désormais suffisamment d'éléments pour au moins envisager la possibilité de son existence. Même Jane Goodall, que j'ai souvent citée dans ce genre d'histoire, experte mondiale des primates, disait qu'à ses yeux, cela devait être vrai. Surtout quand on considère la cohérence de tous ces récits à travers les cultures du monde entier, sur tous les continents sauf l'Antarctique. Cette histoire d'homme sauvage m'a rappelé le récit de Mr. Baleine. Do you know how to get to Bell's Canyon? Elle pose une vraie question. Qu'est-ce qui est le plus terrifiant? Croiser Bigfoot dans l'obscurité ou tomber sur un être humain, sauvage, dérangé, vivant à l'état de bête dans la nature? Ces récits m'ont aussi rappelé l'un de mes livres préférés d'enfance, Hatchet de Gary Paulsen, et son autre roman, My Side of the Mountain. Encore aujourd'hui, quand la vie devient trop stressante, je rêve parfois de vivre dans la solitude tranquille de la forêt canadienne, construire un abri, chasser, cueillir, vivre simplement.
Ceux qui ont lu ces livres savent de quoi je parle. Dans Hatchet, le jeune Brian, perdu dans la nature pendant des mois, finit par être sauvé et ramené chez sa mère. Mais il réalise qu'il n'a qu'un désir, retourner vivre dans les bois, loin des hommes. Paulsen a d'ailleurs écrit une suite, Brian's Return, où il repart au Canada vivre dans la nature, et une autre, Brian's Winter, où il doit survivre à un hiver entier, chassant l'élan et repoussant les loups et les ours. Des histoires fascinantes pour tout jeune lecteur. J'aurais aimé que Gary Paulsen imagine une rencontre entre Brian et Bigfoot. Ça aurait été incroyable. Mais on peut toujours rêver. Merci d'avoir écouté. Merci de regarder, de vous abonner, de partager, de liker. Tout ce que vous faites pour soutenir cette chaîne signifie énormément. Un immense merci à nos membres Patreon et YouTube pour votre soutien exceptionnel. Que Dieu soit avec vous, quoi que vous traversiez. Et on se retrouve dans le prochain épisode.